Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2, il est déjà 23 heures passées de quelques minutes. Alors ce soir, une fois de plus, nous allons nous entretenir sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Desportes, à qui je vais d'ailleurs laisser le soin de nous donner les différents angles de ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International qui font confiance à cette chaîne et à cette émission également. Alors, nous allons parler de la spiritualité, science et pandémie, parce que là, il faut que nous martelons le fait qu'on ne peut pas faire de la méditation sans toutefois tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Et cela, on parlera aussi du karma, le sens spirituel de la pandémie. Ça, c'est un élément qui avait déjà été là, mais qui a été ressollicité par les téléspectateurs. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui se fera en deux parties. Vous aurez la réflexion et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt. C'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie, 24e édition. Spiritualité, science et pandémie. Lors de la dernière édition, nous avons fait une proposition de réflexion sur le caractère d'un individualisme unique à son genre. Un individualisme assembleur, collectivement, sur lequel nous avons tiré un exemple en tenant compte de l'exceptionnel univers qui constitue notre corps humain et qui est habité par une pléiade d'individus, outre les cellules. Un individualisme sans aucune ségrégation raciale ou de classe, sans capitalisme impérialiste et sans velléité d'assujettissement des uns par rapport aux autres dans l'ensemble des vivants de cet univers qu'est le corps. Certes, notre souhait est de faire de cet exemple de quoi réfléchir sur leur fonctionnement. La cellule est un individu qui ne s'individualise pas par rapport à d'autres cellules parce qu'elle sait que cela risque de la faire perdre ses propres attributs vis-à-vis de l'essence primaire et divine. Car les cellules, en toute intelligence, savent que dans le corps, elles doivent fonctionner à l'unisson en formant un tout dans un schéma d'une cellule pour toutes et toutes pour une. Dans cet exemple, nous tirons une grande leçon de cellules. Avec peu d'effort et d'intelligence, on peut bien constater que la cellule est un individu identifiable. Elle fait partie d'un groupe où chacun d'elles se distingue facilement l'une de l'autre sans qu'elle ne soit divisible, alors que dans le même temps, elles forment un tout fonctionnel pour une bonne harmonie entre elles, puis à l'intérêt de l'harmonie qui doit régner dans l'ensemble du corps. Du point de vue métaphysique, Mordicus précisons que la spiritualité et la science fonctionnent ensemble, c'est-à-dire vont de pair, car la spiritualité est innée chez des personnes que la nature a choisies. Idem, la science est cette haute connaissance, puis une connaissance pure, qui, de par son aspect global, concerne particulièrement des individus qui en sont doués, des initiés nés. Nul ne doit prétendre être scientifique lorsqu'il ne peut compter que sur les cahiers de cours de formatage scolaire qu'il ait reçus. Une formation individualisante rendant dépendant dans un système impérialiste mondial. Un enseignement qui profère de la plus belle manière la subordination et la soumission à ses maîtres de toujours. Ceci étant, avec la pandémie proclamée ou telle qu'elle sévit en cette période de l'humanité, chaque personne doit être à même de comprendre que le scientifique est celui qui connaît les lois de la nature et les respecte.
Il s'agit d'une connaissance approfondie des lois qui régissent la vie, parce que c'est à travers elles que se cache Dieu. Autrement dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école esclavagiste, coloniale et ou néocoloniale pour en devenir. Ici, il est question d'une formation des scientifiques enseignée sans instruire au travers d'une science qui se veut sans conscience. Dans une telle école, les lois de la nature ne sont jamais démises. On doit comprendre que seule la connaissance des lois de la nature nous permet de vivre sans maladie, loin de toute forme d'épidémie. Les scientifiques sont partout dans le monde et surtout dans les villages les plus reculés, car avant l'école, il y avait déjà la science. Ainsi, on est en droit de reconnaître que avant la maladie, il y avait la santé. Autant le dire qu'avant la dépendance à l'hégémonie des normes occidentales et autres, il y avait l'indépendance de raisonnement à l'intelligence. Résultat, où nous en sommes en ce moment, il ne peut être logique de reconnaître que seule la culture générale et la connaissance de la métaphysique finira par nous permettre d'être désaffranchis. Fonctionnent ensemble, c'est-à-dire vont de pair. Comment est-ce que cela peut s'expliquer pour ça? Alors, c'est que la spiritualité n'a pas été fabriquée par un homme ou par un groupe. Peut-être c'est des mots que par inspiration ont été créés parce que c'est l'homme qui nomme ce qui existe ou bien ce qui prétend accepter l'existence. Alors donc c'est un mot qui vient de l'Antiquité, ce n'est pas un mot de notre monde d'aujourd'hui. La science également. La science existe avant les écoles, comme la spiritualité existe avant les religions. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la spiritualité fait partie de ce que l'être humain réfléchit comment commencer à croire en Dieu. C'est-à-dire à base de quoi l'être humain se met dans la logique de croire en Dieu. Donc la spiritualité et la science sont aussi vieilles que le monde. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, la science existe, la spiritualité existe. Voilà pourquoi il faut reconnaître que ces deux concepts ne sont qu'un seul et vont de pair, fonctionnent de la même manière. Peut-être avec des pans de fonctionnement dans leur manière de fonctionner différents, mais sauf que c'est des sciences. La spiritualité est une science, la science est une spiritualité, tout cela vont de pair, voilà. À vous entendre parler pour ça, il y aurait sûrement une différence entre cette science dont vous parlez et la science que nous connaissons de façon générale, alors de façon classique. Quelle serait donc cette différence entre ces deux sciences, entre guillemets, bien sûr? Alors le problème des sciences, c'est devenu comme un mot magique. C'est-à-dire, c'est comme vous pouvez aller chez un traditionnaliste du genre tradipraticien qui vous dit que ces esprits on dit ceci, on dit cela à propos de votre maladie, comme pour poser son diagnostic, il va utiliser pour point d'appui les esprits. C'est la même chose que on constate aujourd'hui d'utilisation de mots science. Parce que je pense que les gens comprennent eux-mêmes que la science appliquée n'est pas une science globale, n'est pas une science totale. La science, de manière générale, on la trouve finalement partout. On parlait des sciences économiques, des sciences de l'information, des sciences juridiques, et c'est pas moi quoi, donc des sciences. Alors, ça veut dire donc que quelque part, la science, c'est un gâteau qu'on peut émietter et chacun prend sa part. Alors, ce qui laisse convaincre que la science est donc
quelque chose de global, où ce que c'est l'informaticien dans sa science n'est pas forcément ce que c'est le comptable et qui utilise l'informatique, sans toutefois avoir la maîtrise de l'outil informatique, ou alors sans toutefois avoir l'art qui se veut ce que serait l'ingénieur en informatique. Alors de même, lorsque le médecin parle, le comptable, bien qu'il soit expert mondial de la comptabilité, dans ce milieu, s'il est seul à les écouter jargonner, il va s'y perdre, il va se retrouver là comme s'il était un villageois. Inversement, si le comptable parlait des imputations des comptes et tout ce qui regardait leurs techniques et leurs pratiques, un médecin dans ce milieu n'y comprend rien. Alors ça veut donc dire quoi? S'il y a plusieurs sciences, déjà au niveau de l'enseignement supérieur des universités, où on voit la faculté des sciences et ceci, des sciences et cela, ça veut dire qu'il doit donc avoir une science globale, c'est-à-dire une science qui régit toutes ces sciences. Parce que ces sciences-là sont le miettement même de la science, en réalité. Alors, que ça veut dire? Ça veut dire donc que les gens qui sont dans la logique de fonctionner dans le cadre de l'émiettement de ces sciences sont des ignorants lorsque la science étudiée à l'école, à l'université, par rapport à une option, à une discipline, ne correspond pas à celle étudiée par les autres. Maintenant, quel est le fait de faire croire aux gens que dans ce milieu, il y a les uns qui dépassent les autres? C'est là où le problème se pose. C'est pourquoi je parle de la spiritualité et j'essaie d'attirer l'attention des gens que la spiritualité et la science coiffent toutes les autres sciences. Et que face à une pandémie, lorsqu'on n'arrive pas à faire le pas, parce que ça fait plusieurs mois maintenant de confinement ici et là. Alors, ce qui montrait qu'il y a échec. C'est pour cette raison, au lieu de continuer à parler des autres choses, nous sommes restés campés. Nous nous sommes cramponnés sur le culte de la méditation face à la pandémie. Parce qu'en fait, je crois que certaines personnes ont commencé à prier. Malgré que les églises, à un moment donné, étaient vidées. On a recommencé à prier. Alors peut-être que c'est parce que c'était vidé que rien ne marchait. Et je parie qu'il y a des gens qui ont des techniques de méditation qui, dans le cadre d'un travail individuel, qui ne demande pas des mesures barrières, à ce que tu peux faire seul pour dire qu'on ne va pas continuer à méditer. Continuer à méditer ou continuer à méditer. Alors, mais tout cela, sous quel registre? Parce qu'en fait, quand on parlait de métaphysique, on parlait la mère des sciences, la mère des philosophies. Et lorsqu'on parlait de philosophie par rapport à la métaphysique, c'est-à-dire qu'on parlait de la philosophie qui est comme le frayage d'un arbre, l'arbre de la connaissance par exemple. Voilà. Mais professeur, tout à l'heure, vous êtes en train d'expliquer que il y aurait sûrement une science globale qui serait la mère des sciences, parce qu'il y a émiettement dans nos universités. Et en même temps, vous nous dites que la spiritualité et la science fonctionnent ensemble. Je suppose que quand vous parlez de la science, il s'agit de cette science qui serait la mère des autres sciences. Alors, moi, j'aimerais qu'on comprenne un peu. Est-ce à dire que le spirituel est scientifique et le scientifique est spirituel? Alors, si c'est le cas, comment est-ce que ça se passe? Justement, le spirituel est scientifique et le scientifique est spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science commence par le respect des lois de la nature, la connaissance de l'univers. Parce que derrière cette connaissance, ou bien parlant de la science, on va vers la connaissance des lois qui régissent la vie. Parce que la vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Et en nous existe la vie.
par le biais de ce soufflet de vie dont l'Éternel disque réel que je ne fais que dire à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler qu'à la naissance, sans le soufflet de vie, nous ne sommes pas des vivants, nous sommes des morts-nés. Alors ce soufflet de vie doit être porté à la connaissance de l'être humain qui se veut apprenant. Parce que on ne peut pas faire une école, justement, juste pour formater les cerveaux des gens et les rendre dépendants d'un système. Parce que lorsque nous suivons des interventions qui se passent aujourd'hui dans les télés et les radios, que ce soit dans les radios du Nord et pire alors dans les radios du Sud, lorsque certaines personnes même du corps médical en Afrique pensent qu'il faut avoir à réfléchir cette fois-ci sur la qualité de vie de l'être humain, particulièrement de l'Africain, parce que tous les problèmes du monde se reposent en Afrique. La misère, la calamité, la pauvreté, tout, c'est l'Afrique. L'Afrique qui est très riche est plus pauvre. L'Afrique est riche de par son sol et son sous-sol, et lequel sol tout le monde convoite. Mais non, mais c'est le continent le plus pauvre. Alors, et nous, on a adhéré cela, nos intellectuels qui sont donc dans la logique de cette science appliquée, qui pensent que pour qu'un Africain puisse se soigner, il faut aller ailleurs. Alors que dans d'autres continents, on ne se soigne pas à partir de l'Afrique. Qui pensent que pour qu'un Africain puisse bien manger, il faut aller emprunter les substances alimentaires ailleurs, ne fût-ce que des produits usinés. Alors, tout cela fait en sorte que, finalement, la science, elle est faite par rapport à une hégémonie de domination de l'homme par l'homme, une hégémonie impérialiste, du fait du formatage des Africains surtout, parce que là, il faut mettre l'accent sur ça, qui parlait, lorsqu'on dit que depuis la nuit des temps, les gens se soignent, comme pour dire que la santé existe avant la maladie. Alors, les gens sont toujours allés vers la santé. Et avant, il y avait la santé pour du vrai. Aujourd'hui, il y a la santé pour le commerce. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en santé, malgré un système mis en place qui essaye de prouver par A plus B comme étant le meilleur des systèmes. Un système qui interdit à ce que d'autres méthodes de soins ne soient plus prodiguées, ne soient plus acceptées. Un système qui veut que, avant que tu ne fasses boire un produit à quelqu'un, ne fût-ce qu'un fruit, une herbe qu'on a mélangé simplement avec de l'eau, il faut passer par une usine ou bien par une acceptation mise en place, par des méthodes mises en place qu'on va taxer d'essais cliniques. Alors le malheur dans tout cela, c'est que on confond des registres. On ne peut pas utiliser des substances qui ne sont pas naturelles, qui ne respectent pas les normes de la nature, du fonctionnement de la nature, qui sont dans les normes de logique, des rapports de force, c'est-à-dire les normes de la pensée unique, des normes qui sont telles que, comme je vous commande, vous faites ce que je veux, ou bien vous suivez ma méthode. Alors là, on se pose la question, pourquoi la diversité? Pourquoi les races? Pourquoi les couleurs? Pourquoi les différentes couleurs? Pourquoi vouloir à ce que les gens suivent une seule direction? Et encore que dans ces normes, les produits qui sortent de ces normes sont reconnus toxiques. Au point où on vous met en garde de ne pas dépasser ce qu'ils appellent les doses. Alors, ces produits qui rendent malades, par moments, les gens sont malades à cause de ces produits, et qui sortent de la science, qui est la seule qui doit être la seule grande science mondiale, puisque en fait, lorsque nous parlons santé, la santé est au-dessus de tout. Et lorsqu'on parlait des sciences, on a beau émietter la science qui régit le fonctionnement de la médecine,
reste au-dessus de toutes les sciences comme une science privilégiée. Mais malheureusement, cette science ne concerne pas les médecins. Ça concerne les laboratoires qui fabriquent des médicaments, qui utilisent d'une part des universitaires sortant de l'école de gestion comme directeurs des laboratoires, parce que c'est le profit qui est d'abord mis en avant. Et au niveau, à l'intérieur même de ces firmes pharmaceutiques, à l'intérieur sont des chimistes et non des médecins. À aucun endroit, à aucun lieu, dans cette chaîne de fonctionnement de cette science, dont les médecins qui sont que des prescripteurs, ces privats médecins, scientifiques, lorsqu'ils viennent dans les télés et les radios pour parler, ils disent nous les scientifiques, et ils empêchent même que les gens réfléchissent sur la donne, que voudrait qu'on raisonne un tout petit peu et voir jusqu'où le monde nous amène, c'est-à-dire l'impérialisme intellectuel, hein? En disant aux gens, vous n'êtes pas du domaine de la science, vous n'aviez pas le droit de prendre la parole pour dire quoi que ce soit, parce que malgré que vous soyez universitaire, soyez quand même respectueux du fait que vous ne connaissez rien de la science, alors qu'ils sont que des prescripteurs. Personne ne sait qu'est-ce que c'est que les excipients qui accompagnent les principes actifs en tant que tels, dans le sens à dire je peux les produire. Non. Personne ne sait comment faire lorsqu'il y a une pandémie et qu'on n'a pas mis à la disposition de ceux-là qui se prétendent scientifiques quelque chose pour se défendre, même pour eux-mêmes. Ils trépassent comme tout le monde. Alors, donc, on doit changer le système scolaire. Parce que ce système-là bloque la spiritualité. Puisque la spiritualité va avec la science. Si leur science était la bonne, tout le monde serait spirituel. Nous ne serions pas en phase de nous battre à tout moment par rapport aux maladies, par rapport même aux misères, à prier, à méditer pour bénéficier la grâce de Dieu. On ne serait pas là. On serait en phase d'une vie paisible, d'une vie pleine de béatitude, d'une vie bien heureuse. Alors, professeur, parlez-nous de cette science qui est la connaissance des lois de la nature et qui apparemment serait la science spirituelle. Alors, cette science, c'est la science qui tient compte des lois de la nature. J'y reviens. Alors, ça veut dire quoi les lois de la nature? D'abord, on a le feu, l'eau, la terre et l'air. Tout en dépend. Lorsque on peut avoir maîtrisé ces lois de la nature, lorsqu'on tient compte à leur existence, on fait tout pour ne pas les enfreindre. On sait à quel moment utiliser l'eau, à quel moment ou comment faire fonctionner sa vie par rapport à l'élément air. Qu'est-ce que ça vaut le feu dans notre vie? Disons, l'ensemble des choses, la terre, l'air, le feu et tout, vont dans le sens d'un apprentissage, parce que derrière ça se cache beaucoup de connaissances. Alors, à partir de là, on peut savoir que lorsque quelqu'un est malade, il faut utiliser tel élément, ou bien, quand le désordre commence, si quelqu'un est déjà informé de ce qui ne va pas, du moins ce qui ne pourrait pas aller, voilà. Lorsqu'il aura fait telle chose, voilà ce qui n'ira pas. Parce que là, c'est une formation. Tu sais bien que lorsque il faut manger tard, il faut aussi voir jusqu'où tu peux digérer. Parce que si tu ne peux pas avoir une bonne digestion, ce n'est pas la peine de manger tard. Il faut aussi voir que si tu restais sans boire de l'eau, il faut savoir sur quoi tu comptes. Bref, cette connaissance, cette science, elle est une science qui a un rapport avec la connaissance. La connaissance, ça s'acquiert, ça s'enseigne pas.
Même quand ça s'enseigne en bribes. Et c'est chaque individu qui doit aller en profondeur parce que la connaissance, elle est immense, elle est universellement insondable, elle a plusieurs aspects qui voudraient à ce que pour devenir un scientifique, pour du vrai, que tu comprennes tous les méandres de ces aspects-là. Et ce qui s'avère impossible lorsque on est un humain, qu'on a juste son cerveau et qu'on l'utilise à des fins de la copie-coller, comme c'en est le cas aujourd'hui. Donc, il y a un problème de la science. La science globale est celle qui est connue des villageois, qui est connue de tout le monde. La science globale n'a pas besoin qu'on aille à l'école. Qu'on ait été à l'école ou pas, la science existait chez certains individus, sauf que avec le temps, avec la mise en place d'un certain nombre de concepts et avec une certaine hégémonie qui règne à mettre, les gens perdaient la notion de cette science globale qui passe par l'intuition. Parce que dans la science globale, il y a le côté inné. Les êtres humains peuvent, par eux-mêmes, comme depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, je dois le soutenir, on a toujours créé. On a créé des concepts, on a créé des outils, on a créé des moyens qui permettent à ce qu'on réalise un certain nombre de choses qui avant étaient simplement occultes. Par exemple, la télé qui passe par la création du miroir, et dans son évolution aujourd'hui, on peut dire que la télé, c'est-à-dire les images à l'écran, sont devenues aujourd'hui quelque chose de palpable, quelque chose que personne n'a peur de ça. Par contre, à une certaine époque où ces recherches-là, ces travaux-là prenaient cours, on avait l'impression qu'on est en phase avec la pratique de la magie noire ou bien la pratique d'une certaine magie. Donc, la science occulte a donné naissance à une science tangible, concrète, palpable. Et c'est cette science occulte qui enseigne donc de manière normale la science globale. Nous allons prendre la deuxième partie de notre chronique et nous revenons juste après pour la suite de votre émission. Le karma, le sens spirituel et la pandémie. Parlons à présent du karma dans le cadre de la méditation et même de la spiritualité à l'heure d'une pandémie. Il est intéressant de savoir que le domaine spirituel est plus déterminant pour la sauvegarde du bien-être de l'humanité, comme pour dire que c'est seulement par la spiritualité que toute existence trouve un sens dans la vie. Voyons ce que c'est que le karma. Il y a des karmas, individuels, familial et celui de la masse populaire, voire collectif. Souvent, le karma dont on parle le plus est celui qui est quasiment négatif. Le karma positif ne se fait pas parler de lui. Dans la situation d'une épidémie ou pandémie, il faut voir la chose du côté de nos actes, tant positifs que négatifs. À savoir, voir comment se déroule le mécanisme des vibrations, faisant de l'homme un averti, comme ça se dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Autrement dit, tout ce que nous posons comme actes, bons ou mauvais, retourne pour ou contre nous. Parlant des maladies par exemple, le fait de les attaquer avec des produits toxiques, ce qui crée les cancers, des insuffisances rénales, etc. Dans le cas des produits tels que le vaccin, qui devrait être administré qu'à des personnes dont il est prouvé que leur immunité nécessite d'être renforcée. La chose devrait se faire au cas par cas pour ne pas détruire l'immunité naturelle existante chez chaque individu. Chez le bébé, par exemple, le vaccin devrait être
envisager que lorsque son système immunitaire lui est déjà acquis, c'est-à-dire lorsqu'il ne dépend plus de sa mère, tant du côté de l'allaitement qu'en d'autres circonstances, voire lorsqu'il est devenu véritablement enfant. Cependant, les soi-disant scientifiques ne comprennent pas assez de choses par rapport à tout cela. Ce qui vaut la peine chez eux, c'est la logique du business. Résultat, l'excès de médicaments, vaccins et autres produits artificiels de médecine sont un ensemble de substances mettant en danger le système immunitaire de tout un chacun. Ce qui fait que l'organisme de tous ceux qui en sont concernés sont exposés à toutes sortes d'infections allant d'une simple épidémie à une pandémie. Étant donné que c'est un grand nombre de gens qu'on médicalise ou vaccine le plus souvent partout dans le monde entier, ce n'est que normal que la réponse pandémique se généralise à tous les niveaux. Du point de vue métaphysique, ni la prière ni la méditation ne peut aider à refaire l'immunité des personnes concernées. Ce qui laisse comprendre que la spiritualité est chose mal comprise et que notre monde d'aujourd'hui est à reconstruire dans son ensemble. Toutefois, les ouvertures en matière initiatique demeurent. Il est donc à retenir que pour parvenir à mener une vie spirituelle engagée, cela se fait individuellement. Il y a lieu de savoir qu'entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire et que c'est lorsque le disciple est prêt que le maître se présente. Pour ça, vous parlez du karma. Commençons par définir ce que c'est que le karma. Alors, le karma, c'est l'ensemble des décisions prises, bonnes ou mauvaises, au cours de la vie. Mais comme la vie ne commence pas aujourd'hui chez bon nombre de gens, ces décisions partent d'une période lointaine jusqu'à celle-ci, dont le karma est aussi en rapport avec la réincarnation. N'en déplaise à ceux qui y croient ou pas, on réincarne. On n'est pas né aujourd'hui pour vivre, attendre le dernier jugement, aller en enfer ou au paradis. Sinon, il y a des risques que personne n'ira au paradis. C'est-à-dire que personne, on n'aura même pas une seule personne qui ira au paradis parce que tout le monde pêche. Si nous prenons la chose dans la logique de ce qui nous a été présenté par le colonialisme et religieux, parce que c'est parti du Code noir, un peu avant la colonisation, chez les esclavagistes, où il fallait baptiser les esclaves pour détruire, leur détruire la force innée. On est parti de cette période, on est arrivé à une autre période où la charte de l'impérialisme explique bien la chose encore. Et là, la colonisation a installé des poches de destruction des forces innées des Africains, particulièrement parlant de l'Afrique. Et là, on peut maintenant parler plutôt de l'influence de ces forces en nous qui fait de nous des religieux qui croient à l'enfer, qui croient au paradis. Alors ça fait donc que on ne sait pas pourquoi, à quoi est due nos souffrances. Parce que quand quelqu'un n'a pas de femme, soit il pense que c'est une situation qui proviendrait de la magie noire ou de la sorcellerie, de ceux qui le détestent, soit il dit que bon, le moment n'est pas venu pour qu'il ait des femmes ou des maris parce que Dieu, et qu'il prie, ne réagit pas vite. Il prend son temps pour réagir. Entre-temps, il ne peut pas se poser la question sur le fait des reproches vis-à-vis de sa position avec son passé et par rapport au respect des lois de la nature. Parce que là, c'est là où nous revenons sur le respect des lois de la nature. C'est vrai que si tu craches en l'air, ça va retomber sur toi ou sur ta face. Alors, c'est aussi vrai que c'est cela le karma. Tu ne peux pas mener des actes de nuisance à l'égard de la nature ou à l'égard des autres, parce que la nature n'est pas seulement la nature. La nature, c'est tout ce qui existe. Les cours d'eau, les arbres, les animaux,
les êtres humains. Lorsque on porte atteinte à tout ce qui existe, comme pour ne pas respecter l'essence divine qui est en cela, on est en train de mettre en mal son futur. C'est comme là maintenant, nous avons les Aryens, c'est-à-dire la race dominante, qu'on a appelée finalement les Blancs. Ils sont en train de poser un karma qui les retournera contre les mains. Ça ne va pas rester comme ça. Parce qu'il y a des cataclysmes qui vont frapper et l'Europe et l'Amérique en partie. Pas tout le continent, comme ça en a été avec Atlantide. Ces cataclysmes, c'est la réponse des actes posés en tant que porteur d'une hégémonie, hein, et porteur d'un flambeau. Parce que chaque race est un porte-flambeau pour l'humanité. Il faut donc poser des actes positifs pour cette humanité-là, pour la grandeur des constituants de cette humanité. Voilà. Alors pour ça, quelle différence on va faire entre le karma individuel, le karma familial et le karma populaire ou collectif? Alors le karma individuel, c'est un karma qui regarde la personne qui est frappée par le karma, soit un karma qui récompense ses actes au cours d'une vie, en entrant dans une autre vie, se retrouve dans la béatitude matérielle, dans l'abondance matérielle et dans tout ce qu'il faut de bien sur le plan matériel. Là, on verra des enfants naître d'un président de la République, parfois pas nés du président de la République en tant que tel, mais faisant partie de l'ensemble des enfants que ce président de la République se vante comme ayant eu pour enfant celui-là aussi. Alors, il va bénéficier des atouts sur le plan matériel au point où on se poserait la question de savoir qu'est-ce que la nature lui donne comme récompense, parce que lui, il n'est même pas de propre chouche. C'est-à-dire, ce monsieur n'est pas son père, mais il est le fils de ces messieurs-là, par exemple. Parce que encore dire que peut-être que ton père est président, c'est une chose. Mais ça aurait été une autre personne à ta place, mais pourquoi pas cette personne-là à ta place? De deux, à l'hôpital. Déjà, c'est par là que je devais commencer. Il y a des naissances de cette manière, où une demoiselle qui, permettez le terme, qui vole le mari d'autrui, et qui, parce qu'elle a accepté prendre la grossesse avec un certain monsieur nanti, matériellement, on lui a promis une grosse voiture, hein, on lui a promis un immeuble ou bien un duplex. Dès que l'enfant naît, clé en main. Cet enfant à l'hôpital, ces bébés à l'hôpital, sa valise ne ressemble pas, c'est en or. Aucun bébé à l'heure de sa naissance, qui soit né au même moment, n'a autant de fortune à la naissance. Alors, il va vivre dans une palace, il va grandir autrement. Sur le plan métaphysique, il n'est pas différent des autres. Au contraire, il y a des risques qu'il ne soit pas bien né. Mais sur le plan physique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il naît, mais c'est un enfant roi, c'est un bébé roi. Alors, matériellement parlant, si c'est une récompense, c'est-à-dire des acquis matériels qui le suivent, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est né dans le matériel, donc c'est son patrimoine dès la naissance, il a déjà un patrimoine, parce que le meuble qu'on donne, ça porte son nom, ça ne porte pas le nom de sa maman. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un karma positif, des réserves du passé, de la manière dont il a vécu. Sauf qu'il faudra bien que, au cours de cette vie, qu'il ne prenne pas des décisions tordues par le biais de l'arrogance, par le biais d'une mauvaise base éducationnelle et bien d'autres choses. Alors donc,
le karma, c'est quelque chose de positif sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Sur le plan, disons, familial, il y a des familles dont les parents, peut-être pasteurs, et à une époque où, quand on devenait pasteur, on avait des missions qui étaient telles que, lors des baptêmes, là, je vais le dire sincèrement, il fallait déloger des âmes puissantes. Parce que lors de la décolonisation de l'Afrique, les phases de la décolonisation de l'Afrique, quand les Africains ont commencé à demander leur indépendance, on a donné des chevalières à certains hommes qui faisaient la politique de leur maître en tant que prélat religieux ou quoi. Alors cette chevalière, dès qu'on déposait ça sur la tête de l'enfant pour le baptiser, la chevalière vibrait. Et le consigne était que s'il y a une vibration, qu'on appuie un peu le fontanelle, ceci parce que cet enfant risque d'être une personne à part. Et c'est comme ça que certains de ces enfants mouraient. Au point où certains pasteurs, avant de mourir, faisaient leur mea culpa en expliquant combien, au cours de leur office religieux, ont tué un grand nombre d'enfants. Alors donc, là, ce qui va s'abattre dans la famille d'un tel pasteur sera tel que ces enfants qui naîtront de ce pasteur-là, parce que les pasteurs, ils ont le droit de se marier, par exemple, seront frappés d'un karma lourdement négatif. Personne n'émerge dans les conditions normales, de fils jusqu'au plus petit-fils. Là, ça se rabat sur la partie de la Bible qui dit que je vous rendrai de vos actes, en termes de punition jusqu'à la quatrième génération. Et là, c'est le karma d'un foyer, d'une famille qui arrive comme ça. Il y a aussi des cas où le père est tué, le grand-père tuait les gens, le père entre dans le monde des affaires, lui aussi sera tué par une personne qui n'est pas son enfant, qui est juste un enfant coopté comme ça, qu'il aide à vivre. Il lui donne la possibilité de se marier, il lui construit la maison, mais il ne connaît pas cet enfant l'a adopté comme ça, et c'est cet enfant qui vient comme ça le tuer brutalement jusqu'à faire la prison sans toutefois la faire vraiment. Alors là, c'est toujours les aspects karmiques, mais d'autres karmas sont tels que vous êtes dans une même voiture ou dans un même avion, vous êtes dans un même véhicule de transport pour une direction, une destination précise. Alors au cours du chemin, la voiture fait l'accident et tout le monde décède. Il peut y survivre quelques individus qui ne sont pas dans la même réponse karmique. Là, c'est le karma collectif. Il y a le karma par rapport à un continent. L'Afrique a un karma. On n'a pas été colonisé, esclavagisé, colonisé et néocolonisé aujourd'hui. 60 ans après le soi-disant indépendance. D'abord, le mot indépendance est inapproprié. Nous étions d'abord dépendants de quoi pour qu'on nous donne l'indépendance? L'homme africain était déjà indépendant. Si la colonisation, par le biais de l'acceptation de l'autre, a amené à ce qu'on dépendait de ces gens-là. Alors 60 ans après, nous sommes toujours dépendants de ces gens. Et la dépendance d'aujourd'hui est plus grave que possible. Parce que nous dépendons, pendant qu'on bagarre pour la mise en place d'une politique d'alternance, on ne bagarre pas pour renier son diplôme de soumission ou d'abrutissement. Non, on reste diplômé. On se vend par rapport à ces diplômes-là. Alors que c'est un diplôme d'abrutissement, de dépendance. Donc toi, tu es diplômé, mais tu n'es même pas indépendant. Tu veux que ton pays soit indépendant. Parce que ceux-là qui t'ont donné les diplômes ont donné aussi le pouvoir à l'autre de vous gérer.
Alors tout cela, c'est un karma collectif qui frappe tout un continent. Et là, il faudra bien qu'on le purge pour qu'on s'en sorte. Voilà. Pour ça, vous avez dit que le karma, c'était l'ensemble des décisions positives ou négatives qu'on pouvait prendre au cours de la vie. Alors, si le karma collectif peut frapper tout un continent, on a bien envie de savoir quelles ont été les décisions que tout ce peuple-là a pu prendre pour qu'à un moment donné, ils le subissent, ce qu'ils subissent actuellement. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure qui concernait le flambeau. Il y a eu un temps où les Noirs étaient les porte-flambeaux. Les Noirs n'ont pas toujours été les esclaves. Certaines races, certaines couleurs de la peau, puisqu'il n'y a pas de race en fait. Certaines couleurs de la peau se voulaient être noires, comme aujourd'hui, certains Noirs se décapent, ils veulent être des Blancs. Alors, il y a eu ça. Il y a eu des époques dans l'histoire de l'humanité où le noir était devant et les autres venaient après. Alors, ils ont sans doute porté mal le flambeau. Et à un moment donné, il faut qu'ils payent ça. De un. De deux, dans le registre même du fonctionnement par rapport à une époque, celle de notre aujourd'hui, c'est que pendant les indépendances de l'Afrique, on a tourné en rang dispersé. D'abord parce que toutes les réunions qu'on a tenté de faire à un moment donné, il y avait des traites dedans. Au niveau d'un pays comme le Cameroun, il y avait eu des traites par rapport au mouvement indépendantiste. De ces traites est né un groupe de gens profiteurs qui mettent en place l'appui d'un régime politique centralisé. Après, il y a eu ce qu'on appelait le multipartisme. Je parlais du Cameroun. La presse d'opposition a tué le mouvement indépendantiste au profit d'un nouveau mouvement où certaines personnes croyaient s'accaparer du leader et se mettre au devant. On a vu cette presse fonctionner comme ça. Certains d'entre nous, moi qui parle là, j'étais directeur de publication de presse à l'époque, dans les réunions, rien n'est passé parce que c'était un chemin à suivre. Et ce chemin a tué l'opposition. À l'heure où nous sommes, certaines presse, pour se faire prévaloir, disent à la population ce que la population attend entendre. Là encore, nous sommes dans un autre registre qui fait à ce que le bourreau est écarté. Le bouclier, c'est celui-là qu'on attaque. Alors que le regard devrait être au-delà du bouclier pour faire des forums, d'abord dans la société civile et après dans la société politique, c'est-à-dire les leaders politiques, afin de voir comment faire pour retrouver notre indépendance. Parce que notre indépendance ne passe pas par l'alternance ou des changements des hommes au pouvoir. De quels hommes, les nouveaux, seront récupérés? On a vu ça avec Eyadema, on a vu ça au Gabon. Pour un recommencement de la bataille, il fallait bien que les gens essayent de voir. Donc moi je dis, dans le domaine métaphysique, il manque une cohésion. Et cette cohésion manque parce qu'il n'y a pas l'homme. Il y a une animosité qui passe par un travail de fond qui a été fait par l'esclavage. L'esclavage a tué des Africains, dépourvu l'Afrique de ces braves garçons. C'est eux qui sont devenus des inventeurs aux États-Unis. Beaucoup de Noirs ont inventé l'ampoule électrique, l'antenne parabolique, ceci, cela, des appareils, des moteurs et tout. Et ce n'est pas les Africains de l'Afrique finalement, mais c'est des Africains après tout. Après, on s'est retrouvé avec la colonisation où tous les leaders qui pouvaient parler en phase avec ces colonialistes étaient tués. Donc l'Afrique a été complètement vidée de ses valeurs et s'est retrouvée dans une situation où
des poltrons et les fils de poltrons qui sont aujourd'hui en train de gérer l'Afrique. Il ne faut donc pas reprocher les Africains. Le travail a été fait pour que quelque part les autres aient la récolte. C'est aujourd'hui le moment de voir est-ce que nos diplômes peuvent nous servir à quoi sur l'échiquier mondial. Sauf aller dans les forums, sauf qu'on voyage, on a les perdièmes et qu'on dise bon je suis intellectuel, c'est tout. Alors pour ça, quel est le lien qu'on va donc faire entre le karma et la pandémie qui sévit actuellement? Alors, le lien entre le karma et la pandémie qui sévit actuellement se retrouve sur la même réponse pandémique. Est-ce que l'Afrique a un problème de grippe? Parce que si ce qu'on appelle Covid-19 aujourd'hui, c'est une autre forme de grippe qui ailleurs, c'est toujours des grippes qui font faire vacciner des Européens. On sait chaque année il y a des grippes et chaque année il y a de nouveaux vaccins. Alors, est-ce que les Africains ont une réponse, c'est-à-dire, disons, du point de vue biologique, du point de vue santé et tout, est-ce que nos systèmes immunitaires ont eu la même réponse que le système immunitaire des Européens? Alors là, il y a à raisonner, parce qu'il ne faut pas aller dans ces histoires, parce que, disons, la pensée unique a imposé une voie à suivre. Il y a à raisonner. Le premier raisonnement, est-ce que l'Afrique a ses tests? Tout premier raisonnement. Ce raisonnement est premier, pourquoi? Parce que c'est la même qui nous envoie les tests. On prévit un hécatombe. De quoi il s'agissait? Au départ, on parlait du climat qui sera favorable pour qu'il n'y ait pas assez de malades. Et brusquement, ça a changé. Comme si les gens restaient à une réunion et ils ont dit, bon, ok, là maintenant, ne disons plus ce que nous disons, parce que nous avons une préparation des choses à amener vers l'Afrique, parmi lesquelles le vaccin, parce qu'ils seront dépassés, et là, on va aller les vacciner. Puisque au jour d'aujourd'hui, la population, du moins, les tenants du pouvoir mondial ont peur de la population africaine, qui est jeune, et beaucoup de cette population jeune, l'école les a dépassés, pour la plupart. D'autres ont eu des diplômes, ne croient plus à cette école. Il ne reste que la classe des journalistes et de ceux qui font dans la communication officielle, qui suivent le courant d'idées et qui, pour la plupart sans culture générale, dans ce courant, se mettent dans une mouvance. Alors maintenant, la pandémie en Afrique, il y a un point d'interrogation. Puisque beaucoup de gens qui ont été confinés, en réalité, certains d'entre eux, c'était la grippe. Simplement. Ils s'en ont sorti sans aller à l'hôpital. Bon. D'autres sont allés à l'hôpital et sont morts. Parce que la peur même de surveiller un malade qui va te contaminer par rapport au corps médical officiel, qui, elle est dépourvue des moyens. Dépourvue des moyens, pourquoi? Parce que elle n'est pas formée. Ce corps médical n'est pas formé pour aller en phase avec la santé. Elle est formée pour l'obligation de moyens et non de résultats. Donc les moyens qui sont à leur portée, quand ils n'en ont pas, c'est la panique générale. Donc la réponse épidémique va dans le sens des gens vaccinés, la vaccination de masse. À un moment donné, le système immunitaire de l'être humain n'est plus naturel, devient fragile, et là, n'importe quelle épidémie de passage là entre et s'installe. Il y a ça. Il y a aussi la médication. La plupart des vieilles personnes, il a été prouvé, boivent plus de médicaments alors que leur système immunitaire ne supporte plus ces molécules-là. Et non seulement ils boivent plus de médicaments, mais ils boivent des médicaments de plusieurs spécialistes. Et lorsque nous sommes dans la chaîne de fabrication des médicaments, à aucune fois les tests qui concernent la médication
ne va dans le sens d'utiliser des vieilles personnes comme cobayes ou bien comme volontaires. Donc c'est des personnes robustes et fortes. Par eux, ces fameux essais cliniques passent pour que le médicament soit généralisé et pour les enfants et pour des adultes et pour des vieilles personnes. Alors c'est pourquoi quand il y a une pandémie, tous meurent. Et ils doivent mourir, tous ces gens-là, simplement parce que au cours de leur vie, ils ne se sont pas posés des questions sur la qualité de leur vie, le respect des lois de la nature. Ils boivent tout, ils mangent tout. Je mange avec mon petit vin, et le vin a les sulfites, c'est-à-dire des produits pour la consommation et pour la conservation du vin à l'état. Pour la couleur, on y met des produits. Et ces produits-là diminuent le fonctionnement de notre système immunitaire. Résultat, lorsque ton système immunitaire devient faible, tu n'as plus de barrières. Même les mesures barrières ne peuvent plus marcher. Voilà. Donc, autrement dit, tous ceux-là qui à un moment ont été atteints et peut-être même qui ont trouvé la mort suite à la pandémie seraient des personnes qui à un moment donné n'ont pas fait attention à ce qu'ils mangeaient, d'où le karma. Ont eu un karma sur leur prise de décision, pas seulement sur ce qu'ils mangeaient. J'ai dit que le karma va de vie en vie. J'ai parlé de la réincarnation. On ne peut pas que voir le karma sur une vie précise, c'est-à-dire sur une existence, je vais dire, précise. Non. On doit voir le karma qui t'a fait naître noir d'abord déjà. C'est un karma. Un karma qui a fait que tu sois blanc, que tu sois albinos. Ne serait-ce que sur la phase de la couleur de peau, c'est par rapport à ta mission. Il y a le karma toujours qui fait que tu sois garçon ou fille. C'est toujours le karma. Parce que à chaque bout de champ, il y a une mission à accomplir. Et derrière cette mission, il y a ton passé. Et il y a ton présent et il y a ton futur. Donc le karma en soi ne va que dans le sens collectif lorsque nous parlons de pandémie. Des gens qui ont eu la même réponse pandémique ont eu la même réponse karmique, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne prend pas un véhicule pour aller mourir dedans parce que d'autres gens doivent mourir. Non, tu vas y mourir parce que tu devrais mourir avec ces gens-là. C'est tout. Alors, professeur, vous dites que le karma, c'est quelque chose qui commence dans une vie antérieure, dans nos vies passées. Alors, comment est-ce que je vais savoir actuellement ce qu'est mon karma par rapport à la vie que j'aurais vécue? Alors, tu dois le savoir par rapport à ton environnement déjà. Lorsque tu n'es peut-être seul de ta mère, tu as besoin que tu aies des frères et sœurs. Tu cesses de les demander à ta mère et rien n'en vient. Tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui fait que moi, je sois d'une mère, fille ou fils unique. C'est un questionnement qui entraîne à obtenir des réponses. Lorsque tu nais, tu n'as pas grandi de taille, hein, et que tu as passé tout ton temps à prier Dieu. Parce que tous tes amis sont devenus grands, tes petits frères, tes petites sœurs, tout le monde te dépasse de taille. Tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui donne réponse à cette situation que tu dois savoir. Parce que le problème de savoir son passé n'est pas possible. Parce que lorsqu'un enfant naît, il ne parle pas parce qu'il est en contact encore avec son passé. Il commence à parler que quand les dents commencent à pousser. Parce que les dents vont faire la barrière pour que certaines choses ne soient pas dites. Et lorsqu'il aura toutes ses dents et que le fontanelle s'est fermé complètement, là maintenant il peut parler. Il a déjà oublié le monde qui était le sien avant de naître dans cette nouvelle famille. Il n'a donc pas le droit de savoir ce qui s'est passé par le simple biais du fait que cela lui soit venu comme ça. Non. Parce que
il peut avoir envie de se suicider. S'il sait où est-ce qu'il va au cours de cette vie, ou s'il sait quelle est sa nouvelle mission, ou qu'est-ce que la vie lui réserve comme misère, les emprisonnements, la bastonnade parce qu'il a volé et tout, alors qu'il ne devient pas voleur pour rien. Il devient voleur parce qu'il est sous la pression des vibrations karmiques. Alors, donc tout cela, s'il le sait avant, il va se suicider. C'est pour cette raison qu'il va boire donc une certaine forme de sugui d'oubli, et cela va faire en sorte qu'il va donc subir son karma, parce que on doit subir le karma comme épreuve pour évoluer spirituellement. On ne peut pas avoir une évolution spirituelle si on ne fait pas face aux épreuves de la vie. C'est pourquoi les supplices, c'est-à-dire la souffrance, est le maître de la vie. Alors, mais personne ne veut souffrir. Même moi qui parle là, je n'ai pas besoin de souffrir. Alors, mais comment je vais donc évoluer spirituellement jusqu'à devenir divin? Alors donc, le karma sera là. Tu fuis la souffrance aujourd'hui, tu la retrouves demain au cours de l'autre vie. Donc, ce n'est pas un problème d'une vie seulement. C'est un problème d'une succession de vies. Au cours de cette vie, il est même heureux que tu fasses des choses et qu'on te mette en prison, qu'on te punisse sur ces choses-là. Parce qu'au moins, ça lave ton karma du présent. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous parlez de cette science globale qui serait spirituelle, parce que spiritualité et science vont ensemble. Alors, dans cette science globale, est-ce que la maladie ou bien le dysfonctionnement du corps serait ou alors est connu comme étant un problème karmique qu'il faut supporter pour pouvoir purger ou alors améliorer, je ne sais pas quoi, son karma? Oui, si toute prise de décision, bonne ou mauvaise, entraîne à ce que une situation bonne ou mauvaise arrive, ça veut dire que ça rentre dans le cadre du karma. Parce que le karma, c'est les prises de décision. C'est ce qu'on dit, la vie est un choix. Pour moi, je ne suis pas trop dans ces registres de la vie est un choix, parce que je n'ai pas choisi mon nom, je n'ai pas choisi ma date de naissance, je n'ai pas choisi des parents, dans le vrai sens du terme. Mais sauf que même les parents ont choisi. Parce que lorsque papa et maman sont en train de faire leurs choses, c'est pour donner naissance? Non, c'est pour s'amuser. Et par moments, cet amusement peut donner naissance. Et cette naissance-là, c'est vous qui venez dans cette famille. Ce n'est pas cette famille qui vous cherche. Donc, la situation karmique peut être aussi celle de naître dans une famille dont le père et la mère sont dans une surprise de votre naissance. Et parfois même, on intente à t'avorter et on ne réussit pas. Tu nais quand même. Pourtant, on a mis les batteries pour l'avortement. Alors, ça n'a pas marché. Parce que toi, tu dois entrer dans cette famille pour subir ton karma. Ou bien pour amener quelque chose, pour amener les gens de cette famille à suivre une direction parce que tu es leur guide ou bien tu as une mission à accomplir dans cette famille. Donc, le karma, c'est au quotidien. Ce que tu peux faire aujourd'hui peut entraîner des problèmes demain. Par exemple, tu as l'argent pour toute une semaine, mais tu pars jouer au jeu des hasards, tout l'argent fini, et tu ne gagnes rien. Maintenant, tu deviens mendiant pour pouvoir atteindre la fin de la semaine. Nous sommes lundi, ça devient un problème. C'est ça, la punition qui voudrait que tu saches que l'argent là n'était pas pour aller jouer avec. Il fallait garder ça pour que ça fasse ce que ça devrait faire par jour, afin que jusqu'à une semaine, tu puisses vivre mieux avec. Alors, professeur, vous avez parlé du karma positif et du karma négatif. Et en même temps, vous avez dit que à un moment, il faut purger et subir. Ça veut dire qu'on peut corriger son karma à un moment donné? Alors, est-ce qu'on peut cracher en l'air et esquiver? Ça tombe à terre. Peut-être oui, mais tel n'est pas le cas souvent. Sauf que quand on a une prise de conscience qu'on a les problèmes karmiques, de part, du moins dans le sens négatif, ça veut dire qu'on a commencé à résoudre son problème. Parce que, comme tu posais la question tout à l'heure, si
tu te poses, si tu mets dans ta tête que maintenant, moi, je dois savoir qu'est-ce que vaut mon karma, mais tu dors chaque nuit de manière méditative, et puis au cours du sommeil, il y a des pistes qui s'ouvrent en toi, qui deviennent évocatrices ou révélatrices sur le chemin à prendre. Et là, c'est comme si tu as reconnu ta faute. Parce que lorsque tu reconnais avoir commis des erreurs à l'égard des gens ou d'une personne, et que vous vous présentez devant la personne en disant, même si la personne là va me tuer, elle n'a qu'à me tuer, moi je ne vais pas lui demander pardon. Alors, si tu réussis à ce que la personne là t'écoute, et que tu parlais vraiment dans le sens de vouloir son pardon, même si la personne là ne te pardonne pas, personnellement tu auras un soulagement, parce qu'elle t'a écouté au moins. Mais elle aussi, par derrière, va rester dire que je commets aussi des erreurs à l'égard des autres. Pourquoi ne pas pardonner celui-là alors qu'il s'est humilié? Donc c'est ça, comme ça, la prise de position du lavage du karma. C'est-à-dire que tu dis, il n'y a rien pour rien. Bon, si par exemple, tu n'as pas de femme, tu dois te dire qu'il y a un problème. Tu n'as pas de mari, il y a un problème. Ce problème-là provient de quoi? Qui est derrière ça? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, c'est des questions. Quand tu les poses sincèrement, les réponses viennent seules. Et là, c'est ces réponses-là qui te font donc contourner, pas contourner, du moins, atténuer les vibrations néfastes de son karma. Voilà. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient juste après pour la suite de votre émission. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir que elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner, hein. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence.
Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion? Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Cette vidéo n'est plus étrangère, oui, parce que elle a déjà été passée plusieurs fois, bien sûr, à la demande du public. Donc, nous allons sans plus tarder prendre les messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir, professeur. J'aimerais savoir si l'exercice du Viparita Karani Mudra peut permettre à éliminer les blocages mystiques. Alors, comment peut-on retirer la malédiction sur soi et reconnaître que c'est retiré?
Non, la malédiction sur soi, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que la malédiction? Comme on disait tout à l'heure, si par exemple votre père a tué celui qui était l'époux de votre mère avant de prendre votre maman pour épouse, avec la complicité de votre maman, vous êtes un enfant issu d'un père, d'un foyer maudit. Et de ta maman et de ton père, tous les deux sont maudits pour avoir commis un meurtre, pour pouvoir vivre ensemble. Alors comment tu vas retirer le sang de tes parents en toi? C'est là un problème. Donc, et surtout que tu n'es même pas au courant de ce qui s'est passé avant ta naissance. Personne ne t'en a parlé. Et encore que peut-être que c'est un acte qui était anodin, personne n'était au courant de ce qui s'est passé. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette femme-là était avec un homme, mais l'homme était mort. Et elle a trouvé un autre mari, c'est tout. Donc c'est un problème de... comment on appelle ça? C'est un problème de consultation métaphysique, de voyance. Et ces problèmes doivent aller dans le sens de l'étude de nom, de la famille, selon de l'hérédité et tout, la date de naissance, jusqu'au point à essayer de décrypter de fond en comble le passé de la personne, et même le passé karmique, pourquoi pas. Voilà, là à peu près on peut donc envisager faire des travaux. Mais ces travaux-là ne suffiront pas. Il faudra qu'individuellement la personne qui a été scrutée de cette manière-là mène aussi une autre façon sa vie et se mette au travail pour pouvoir s'auto-purifier davantage. Voilà. Alors peut-on développer l'Afrique uniquement avec la spiritualité? Ben oui. La spiritualité commence d'abord par un marché africain. Il faut que les Africains qui ont une grande population aujourd'hui aient leur marché et tournent le dos au marché européen sur des choses qui ne les profitent pas. Et qui ne soient qu'avec l'Europe et le reste du monde sur les choses qui les profitent. Comme ailleurs on le fait. Les Européens ne viennent pas manger de nos nourritures ici, se soigner de nos herbes ou de nos potions magiques ou bien de nos remèdes. Parce qu'il faut établir la différence entre le remède et le médicament. Le remède, c'est un remédiant. Le médicament, c'est un anesthésiant. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne doit même pas comparer. Alors, résultat, l'Afrique ne peut se développer que quand les Africains vont créer leur environnement de développement. On ne peut pas se développer sur la base de l'impérialisme qui interdit le développement des Africains. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, c'est revenu avec le document, où j'allais lire la loi de la charte de l'impérialisme, l'article qui interdit à ce qu'on donne la chance aux pays africains de se développer. Donc, on ne peut que nous retourner ce que nous déposons dans leurs banques par le biais de nos dirigeants qu'ils imposent à le faire et après ils les traitent de dictateurs. Bon, ils n'ont pas de choix. Parce que les États sont les États mis en place par ces impérialistes. Et ils ne sont que des travailleurs, c'est-à-dire des recrutés pour faire du job. N'importe qui travaille quelque part a l'obligation de mener l'action par rapport à son patron. Ce n'est pas parce que tu es chef de l'État que tu oublies que l'institution étatique qui permet de gérer ton indépendance appartient à celui qui t'a mis en place. Voilà. Alors Marcel, depuis Misoké, voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger un karma négatif. J'ai commencé par dire tout à l'heure qu'il faut d'abord se poser la question que qu'est-ce qui t'arrive dans la vie. Parce que si tu penses que tu es malheureux, parce qu'il y a des gens qui sont gourmands, il a tout ce que ses amis n'ont pas. Il a des avantages dans la vie que d'autres gens n'ont pas, mais il trouve toujours qu'il n'a rien. Hein? Et là, ces genres de personnes s'autoproclament comme ayant un karma négatif, alors que non. Ce qu'ils ont, c'est ce qui est suffisant pour cette vie-là, ou cette vie-ci. Parce qu'à les donner plus, ça va les faire basculer dans l'arrogance ou bien dans le mépris des autres.
Et ils vont donc essuyer un mauvais karma. Donc la nature qui synthétise tout, pour eux, ils ont la chance d'avoir le juste milieu. Hein? Ils doivent se contenter de ça. Tu as un toit, tu dors bien, tu as l'eau, tu as l'électricité, tu peux payer les factures d'eau et d'électricité par rapport à ton petit argent que la nature a mis à ta disposition. Mais tu veux avoir l'immeuble. Alors tu te mets dans la tête que si tu n'as pas l'immeuble, c'est que tu as un mauvais karma. Alors comment tu vas t'en sortir? Donc il faut toujours se poser la question que qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? Pourquoi je n'ai pas ce qu'il me faut? Et là, tu auras la réponse par toi-même. Avant d'aller voir un voyant, fais d'abord ta voyance. L'auto-voyance passe par ton cœur qui te parle, pas par ton cerveau, parce que ton cerveau t'indique des fois à suivre en imitant les autres, en voulant faire comme les autres, ainsi de suite. Puisque c'est là que les Blancs nous ont tenus. Ils ont martelé nos cerveaux par des papiers à la place de la connaissance. Dès que tu as le papier, tu n'as aucune connaissance. Allez, c'est fini. Parce que ton cerveau est complètement bourré de tout et de rien. Alors, le karma peut agir sur combien de générations? Alors, le karma, c'est toute ta vie, puisqu'il est positif, il est négatif. Tu fonctionnes pendant une existence avec un karma négatif, tu te bats. La récolte du travail fait au cours de cette existence-là à une autre existence, tu as un karma positif. Voilà. Alors, comment expliquer le fait que dans une famille, les enfants qui ont reçu la même éducation se comportent différemment une fois adultes? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de karma? Mais bien sûr, mais les enfants ne sont pas les mêmes. D'abord, vous naissez, même quand vous naissez le même jour, vous ne naissez pas à la même heure. C'est-à-dire le bassin de la femme ne s'ouvre pas jusqu'à les deux personnes sortent au crime, ils tombent sur le plancher et comme ça, parce que ils sont les jumeaux. Non, chacun naît en son heure. Et rien que la naissance à une certaine heure, tu as ce qu'on appelle l'ascendance différente de l'autre, hein, sur le plan astrologique. Vous pouvez être du même signe, mais chacun avec son ascendant. Donc, vous pouvez être ascendant, vous pouvez être lion ascendant Saturne, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas vivre comme celui qui naîtra là, après ascendant, c'est pas Jupiter ou quoi. Vous n'aurez pas les mêmes atouts, mais malgré que vous êtes nés le même jour, d'une même femme. Donc, même chez les jumeaux, il y a toujours une petite différence. Maintenant, cette différence est en fonction du karma ou pas? Bien sûr que oui. Chacun vient avec son patrimoine, hein, du passé. Il colle ça sur le présent par rapport à l'environnement d'accueil. Il commence à fonctionner. Et dans ce fonctionnement, il y a des récompenses que toi tu viens avec, que l'autre n'est pas venu avec. Peut-être son karma est positif par rapport au tien. C'est ce qui fait dire peut-être que Abel, hein, Caïn était obligé de le tuer parce qu'il ne répondait pas aux mêmes chances. Alors, quelle est la finalité du karma et de la réincarnation? Y a-t-il une fin à ce cycle de naissance et de mort? Alors, la finalité de l'être humain, je l'ai toujours dit au cours de cette émission, pour ceux qui sont... pour ceux dont c'est la première fois de nous suivre, ils doivent savoir ceci. L'homme naît, bébé, il devient enfant, adolescent, adulte, il entre au troisième âge, il vieillit, il meurt. Mais il ne meurt pas, il change de vie. Donc, il transite. Alors, au cours de cette vie, il y a deux dimensions. La dimension physique, visible, et la dimension non visible. On ne peut pas dire à quel moment l'enfant part d'un corps à un autre. Sauf qu'on va dire qu'il est grandi, mais pas comment ça s'est passé. On ne peut pas expliquer des phénomènes occultes qui voudraient que le corps n'est pas le même. Mais on continue à dire que c'est la même personne. Au point où
ceux qui ont laissé cet enfant-là, cette personne-là, bébé, ne la reconnaissent plus. Lorsque on revient à les rencontrer à nouveau à 30 ans, on ne les reconnaît plus. Donc, pour eux, ce n'est pas la même personne. Sauf ceux qui ont suivi l'évolution de la chose. Donc, nous naissons pour évoluer. Déjà, au cours d'une existence, l'évolution, ça se voit. Qu'on donne le nom à ça, grandir ou quoi, mais ça se voit. Ça se voit sur tous les plans, parce que sur le plan physique, tu changes de corps. Sur le plan intellectuel, ton raisonnement ou ton intelligence évolue, change. Ou ça involue. C'est-à-dire, plus tu grandis, plus tu deviens bête, entre guillemets. Alors, donc, il y a un problème dans ton évolution spirituelle en ces temps-là. Alors maintenant, derrière ça, il y a que quand tu renais, cette fois-là, tu dois évoluer vers d'autres sphères, ainsi de suite. Jusqu'au moment où cette évolution qui a pour but la purification de l'être que tu es, parce que l'être intérieur, c'est ça toi, ce n'est pas la carcasse, ce n'est pas le corps physique, qui est un véhicule qui utilise l'être intérieur. C'est cet être intérieur qui doit évoluer, l'âme. Alors dans son évolution, doit atteindre un stade où l'âme ne meurt plus. Du moins, l'âme ne quitte plus le corps. Soit ça reste dans un corps à titre de refant, soit ça rentre dans le cosmos pour s'établir en un corps de gloire. Donc c'est ça le retour aux sources. La source première étant ce qu'on peut dire réintégrer le divin. Alors ces étapes passent d'abord par les voies spirituelles qui nous divinisent et qui font que nous ne faisons plus les mêmes bêtises qu'on faisait il y a un temps. Tout comme l'enfant ne fait plus les mêmes bêtises lorsqu'il atteint un certain âge. Il n'est plus enfant, il devient adulte, il évite de faire des bêtises au point où les bêtises des enfants ne le concernent plus. Il gronde même à ses enfants, il les gronde, il les tape pour ne pas commettre les bêtises que lui il a commis lorsqu'il était enfant. Voilà. Alors qu'est-ce qui justifie le fait que les enfants payent pour le karma de leurs parents? Ce qui justifie, c'est qu'ils ont d'abord la couleur de peau comme leurs parents. Ils ont le nom de leurs parents, ils sont dans le même environnement que parfois la jalousie de la famille qui frappait leurs parents les frappe aussi. À un moment donné, ils sont des personnes à abattre par un système qui peut-être a tué leur père. On se méfie d'eux. Donc, ils ont les mêmes réponses. Il y a des enfants qu'on a tué, peut-être un chef de l'État, jusqu'à tuer tous ses enfants. Alors, ils ont eu la même réponse karmique. Voilà. Alors, on a... bonsoir, professeur. En parlant de karma, je suis seul enfant à ma mère, qui a son père ainsi. Et ainsi, comme ma mère, j'ai fait un enfant avec un jeune homme qui m'a demandé l'enfant et il ne s'occupe pas et j'ai accouché mon enfant à 27 ans. Il aura 4 ans en novembre. En passant, mon père est mort en 90. Je ne l'ai pas connu, mais depuis mon accouchement, ma vie est devenue très difficile. Même mes activités ne donnent pas et depuis le 3e mois de ma grossesse, le père m'a abandonné. Je voudrais savoir quel est mon karma parce que je suis vraiment découragée par la vie. Alors, il ne faut pas être découragé. Derrière cet enfant se cache un bonheur. Parce que cet enfant-là te met en épreuve pour que tu renonces la poursuite de ton évolution vers ce bonheur-là. Donc, tiens fort, tiens dur. Tu verras avec cet enfant ce qui en sortira. Voilà. Y a-t-il une vie après la mort? Je crois qu'on a parlé de réincarnation. Quelle différence faites-vous sur la maladie causée par le karma et celle causée par une main mystique? C'est la même chose. On ne peut pas attaquer quelqu'un à la sorcellerie alors qu'il n'y a pas de lien avec les sorciers. Et ces liens ne sont pas par hasard. Il y a quelque chose, quelque part, qui vous concerne. qui fait en sorte que le sorcier a une main mise sur toi. Voilà, soit ça concerne tes parents,
qu'ils étaient dans une confrérie de la sorcellerie et qu'ils aient mangé. Là maintenant, toi tu restes pas derrière, on te mange aussi. Ou bien même du vivant de ton père, on décide sur toi et on te mange. C'est ça, parce qu'il y a le cannibalisme dans le milieu de la sorcellerie. Donc tu ne peux pas éviter des choses qui sont de nature à te lier à un père ou bien aux géniteurs. Donc, qui sont les tiens, quoi. Pour ça, nous allons conclure l'émission, mais avant, pour essayer de faire comprendre ce que nous avons fait ce soir. D'un côté, nous avons parlé de la spiritualité, de la science et de la pandémie, et de l'autre côté, du karma et bien sûr de la pandémie. Alors, de façon succincte, j'aimerais bien que vous nous rappeliez le lien que vous faites entre la spiritualité, le karma, la science et la pandémie. Alors, le lien est fait, c'est qu'on ne peut pas vivre des spiritualités si on ne tient pas compte de l'actualité. Spiritualité, actualité. Donc, tout ce qui se passe dans l'actualité nous concerne, nous qui faisons dans la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous rappelle qu'on a des devoirs et des obligations à mener autrement notre vie et à aider à ce que d'autres gens dans notre entourage puissent mener autrement leur vie. Voilà. Alors nous avons été ravis de vous savoir nombreux ce soir avec nous. Rassurez-vous, pour vous qui nous avez envoyé des messages et vous n'avez pas reçu de réponse, nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir les réponses d'ici la fin de la semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Et n'hésitez pas de passer sur YouTube pour écouter votre émission. Bonsoir.